Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de la parenthèse acidulée. Aujourd'hui, on se retrouve avec Marine. Salut Marine. Hello Faustine. Avec toi, on va parler automatisation et système d'organisation pour gagner du temps dans son business. Et juste avant de démarrer, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi ? Oui, alors moi je suis business designer. Au quotidien, je vais aider les entrepreneurs à gagner du temps et de l'argent en optimisant leur productivité, leur façon de travailler et de gérer leur entreprise. Du coup, on va se concentrer sur l'automatisation dans un premier temps. Déjà, si on va être au clair, ça consiste à quoi d'automatiser dans son business et qu'est-ce qu'on peut finalement automatiser ? Alors, automatiser son business, c'est pas faire de la magie. Ceux qui vont vous promettre de gagner de l'argent sans rien faire durant votre sommeil font du bullshit. Le but d'une automatisation, c'est de confier un maximum de tâches répétitives et à faible valeur ajoutée à des systèmes informatiques plutôt qu'à des êtres humains. Il faut savoir que sur les 5 dernières années, il y a 11 fois plus d'entreprises B2B, donc qui s'adressent à des professionnels, qui utilisent les automatisations. Et depuis plus de 2 ans, il y a 79% des entreprises les plus performantes dans le monde qui utilisent l'automatisation. Il y a pas mal d'avantages à automatiser son business. Ça peut par exemple vous permettre d'accorder plus de temps aux tâches à forte valeur ajoutée, celles qui vont vous permettre de rentrer du chiffre d'affaires. Vous allez pouvoir toucher de nouveaux marchés, moduler vos tarifs, ajouter des services ou compléter vos offres actuelles et surtout baisser les coûts opérationnels, les coûts de réalisation de vos tâches et de vos missions. Et du coup, si tu devais citer par exemple sur les business plus freelance ou quand on est solopreneur, vraiment 3 avantages qu'on distingue rapidement. En fait, on sait que quand on a mis une automatisation en place, ça peut nous apporter un bénéfice qu'on n'aurait pas forcément vu parce que des fois c'est un peu flou ce qu'on peut faire avec ces systèmes d'organisation, de gestion, et on se dit mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi, en fait, qu'est-ce que ça nous apporte réellement, concrètement ? Alors concrètement, ça apporte moins de charge mentale parce que vous vous débarrassez des tâches qui vont être répétitives, qui vont être désagréables. Du coup, votre cerveau va pouvoir plus facilement se concentrer sur normalement ce que vous appréciez. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, vous gagnez du temps, donc c'est moins long de réaliser des tâches ou des missions. Du coup, vous allez pouvoir gagner plus d'argent en fait en passant moins de temps sur la mission ou sur la tâche. Ça, c'est hyper important. Et d'autres choses, vu que, encore une fois, vous libérez du temps, vous allez pouvoir ajouter des services ou compléter vos offres actuelles. Ce qui vous permet en fait de poursuivre la relation avec vos clients sans que ça s'arrête à une mission one shot. Ouais, du coup, on peut aller plus loin. Et toi, tu dirais comment on peut faire justement pour identifier ces actions sur lesquelles on peut gagner du temps, on peut mettre des choses en place, parce que c'est vrai que souvent on a un peu la tête dans le guidon, on voit pas les choses, c'est pas assez, très fluide ou très clair, et on se dit non, ça je vais pas l'automatiser, ça me sert pas à grand chose, cette action je l'ai fait tant de fois ou autre. À partir de quel moment on sait ce qu'on doit automatiser et à quel moment ça va nous faire gagner du temps ? Comment toi tu définis ces actions-là ? Alors moi j'ai généralement 5 critères qui me permettent de définir si une tâche doit ou peut être automatisée. La première chose, comme je disais, c'est si une tâche va être répétitive, désagréable et à faible valeur ajoutée. Par exemple, trier ses mails dans les bons dossiers, c'est pas forcément très agréable, ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, mais c'est très utile pour pouvoir assurer le bon suivi notamment de ses clients. Ça, c'est typiquement une tâche qu'on peut automatiser. Ensuite, le deuxième critère, c'est tout ce qui va être les tâches récurrentes. Donc répétitive et récurrente, c'est pas la même chose. Une tâche récurrente, c'est par exemple, tous les mois, il faut que je fasse ma déclaration à l'URSSAF. Ça, c'est une tâche récurrente où il y a une fréquence qui est définie. Ensuite, il va y avoir les tâches où on fait beaucoup de copier-coller, ou alors quand on transfère des données d'un outil à un autre. Il va aussi y avoir toutes les tâches pénibles, qui ne nécessitent pas une réflexion de haut niveau. Donc pour les identifier, celles-là, je vous invite à vous poser 2 questions.
est-ce que cette tâche, elle nécessite de la créativité, une résolution de problème ou de l'intelligence émotionnelle? La deuxième question, est-ce que je prends du plaisir à faire cette tâche? Si vous prenez pas de plaisir et que la tâche ne nécessite pas de créativité, de résolution de problème ou d'intelligence émotionnelle, la tâche peut être automatisée. Et enfin, dernier critère, c'est une tâche qu'on va repousser sans cesse parce que elle nous saoule, parce qu'on dit j'ai pas le temps. Ces tâches-là probablement peuvent être automatisables aussi. Donc là, tu nous as parlé du côté utile, de prendre du plaisir, le côté aussi de la récurrence. Est-ce que tu dirais que pour justement identifier à peu près toutes ces tâches, on essaie d'analyser sur une semaine, un mois, les choses qui reviennent et de les classer à peu près pour ensuite faire, on va dire, une sélection de ce qu'on va mettre en place derrière? Alors effectivement, c'est intéressant de mesurer les tâches, le travail qu'on fait sur une durée d'un minimum un mois. Le mieux, ça serait un trimestre, comme ça vous balayez vraiment tout ce que vous pouvez faire sur 3 mois. Ensuite, pour chacune des tâches, vous vous posez la question, est-ce qu'elle est pénible, est-ce qu'elle est récurrente, etc. Est-ce que finalement je peux l'automatiser? Il faut savoir qu'il y a des pôles de vos activités qui se prêtent très très bien à l'automatisation. Je parlais de la gestion des mails tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple tout ce qui va être administratif, compta, la génération des factures, l'envoi des devis, etc. Il va y avoir tout ce qui est rattaché au marketing. Donc le marketing, c'est au sens large du terme, c'est la communication, donc la production de contenu, la vente, l'emailing et tout ce qui se rattache au parcours de choix, d'achat, à l'entonnoir de vente. Après, il va y avoir tout le customer care, donc ça c'est la réponse aux mails, mais pas que. Et il va y avoir globalement tout ce qui est redondant dans votre activité. En fait, il y a plein de tâches et d'exemples qui peuvent être automatisables, il suffit simplement de faire appel à votre créativité. Ouais, du coup, faut aussi, bien se connaître, bien connaître son entreprise avant de mettre des choses en place parce que on va dire qu'entre l'entreprise A et l'entreprise B, on va pas du tout mettre les mêmes choses en place, même si, par exemple, ce sont 2 solopreneurs. Exactement, et tu as bien dit les choses, il faut bien se connaître, déjà en tant que chef d'entreprise, mais au-delà de ça, il faut bien connaître aussi votre entreprise en tant qu'une organisation à part entière. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que mettre des systèmes en place, des process, avant d'automatiser. Donc toi, tu dis mettre des process en place, t'entends quoi par là? Justement, c'est la première étape. Enfin, on a dit qu'on essaie de classer, de voir ce qu'on met en place, les actions qu'on réalise dans le mois, dans le trimestre, pour voir tout ce qu'on fait. Mais toi, tu conseilles de mettre des process en place et après de générer des automatisations, des systèmes d'organisation? Oui, c'est ça. En fait, la première étape, c'est vraiment lister tout ce qui se passe dans votre activité de la façon la plus claire, la plus exhaustive que possible. Ensuite, de construire des structures, ce que moi j'appelle des systèmes, qui vous permettent de faciliter votre travail. Donc ça peut être avec des templates, donc des modèles, avec des process, des méthodes de travail, des outils, etc. Et ensuite seulement, une fois que vous avez systématisé, processisé votre business, vous rajoutez des automatisations. Et là, vous allez vraiment gagner du temps. En fait, on y va du plus simple. En fait, on identifie, on commence à mettre des choses en place avec des process qu'on va pouvoir gérer facilement sans contrainte d'outils. Du coup, pour gagner du temps assez facilement sur des choses assez rapides. Et ensuite, une fois qu'on a bien compris comment ça marche, là, on peut réellement mettre en place ces automatisations par la suite. C'est ça? C'est exactement ça. Et les systèmes, ils ont un autre avantage auquel on ne pense pas toujours, c'est que de structurer votre activité de la sorte, ça va vous faciliter le travail si à un moment vous voulez recruter un stagiaire, un alternant, un prestataire ou un salarié. Du coup, Ouais. vous y gagnez dans tous les cas. Ouais, du coup, système d'organisation, process, ils n'ont pas juste pour but de faciliter les automatisations derrière, c'est aussi bénéfique pour la gestion de l'entreprise, comme tu l'as dit, s'il y a d'autres personnes qui viennent, si on veut partager certaines informations pour que tout le monde comprenne tout facilement à différents stades. Exactement. Par exemple, une entreprise qui est bien structurée, quand elle va montrer un espace client à un client, elle va améliorer son image de marque, ce qui permettra par la suite, au bout d'un certain temps, d'augmenter ses tarifs, parce que la personne montre en fait qu'elle est professionnelle et qu'elle est capable de gérer les projets que son client lui fournit. Donc c'est vraiment la première étape
processiser, essayez de voir s'il n'y a pas des méthodes de travail que vous pouvez améliorer avant d'automatiser les tâches. Et toi, justement, sur le thème, process avant, l'automatisation, est-ce que tu as quelques exemples aussi, d'utilisation de choses à mettre en place? Que tout à l'heure, tu parlais des tâches qu'on peut, automatiser au fur et à mesure. Est-ce que sur les process, tu as des exemples d'organisation que toi, tu as pu mettre en place pour des clients, que tu as mis en place pour toi, qui t'ont aidé dans un premier temps, justement avant toute cette phase, outils, on va dire, un peu plus technique? Parce que je sais que par exemple pour, tu parlais de customer care tout à l'heure, on peut avoir des fois des templates de réponses, des choses assez, faciles à mettre en place qu'on peut développer au fur et à mesure. Est-ce que toi tu as d'autres exemples que tu utilises ou que tu as utilisés? Alors j'en ai pas mal puisque c'est mon travail, donc je fais un peu ça au quotidien. On va dire Euh, peut-être les plus importants ou les 3 plus, ouais, utiles. en fait, pour mon business à moi, j'ai commencé par processiser tout ce qui m'ennuyait. Donc j'ai commencé par l'administratif, en hiérarchisant les informations, donc en faisant des dossiers par exemple, en envoyant automatiquement des informations d'un endroit à un autre, puisque l'administratif c'est vraiment pas mon truc. Ensuite, je me suis dit, bah, ça serait bien d'améliorer la qualité de mon customer care, donc de mon service client. Donc là, comme tu le disais, bah, j'ai créé une boîte à réponses où il y a des questions qui reviennent fréquemment et du coup j'ai des templates qui me permettent de gagner du temps, encore une fois. On pourrait pousser plus loin cet exemple-là en disant, bah, quand il y a certains mots-clés qui arrivent, le template se met automatiquement en réponse du mail et il y a juste à personnaliser le prénom et les informations de la société. Ça, c'est des exemples très concrets. Ensuite, sur la partie marketing communication, typiquement, pour la création de contenu, peu importe le réseau social où vous êtes, vous pouvez très facilement programmer la sortie de vos contenus. C'est-à-dire que vous les produisez par lot, ce qu'on appelle le batching, et ensuite derrière vous lancez toutes les programmations de posts, ce qui fait que à terme vous allez gagner du temps. En fait, enfin là, du coup, prends l'exemple des réseaux sociaux et finalement, on peut se rendre compte que on a mis en place des process parce qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent la création de contenu, mais qu'on n'identifie pas comme quelque chose qu'on a automatisé, alors que finalement, on a mis en place des processus, des étapes et qu'on automatise parce que souvent, la plupart, enfin pour ceux qui sortent pas de reel en tout cas, on programme pour justement gagner du temps, éviter de perdre en retournant sur l'application et, tu le disais tout à l'heure, éviter cette charge mentale de oh là là, il était l'heure, faut que j'aille publier. Donc finalement, il y a des choses qu'on commence à mettre en place, mais sans forcément s'en rendre compte, je pense. Exactement. En fait, les automatisations sont déjà partout autour de vous. Et je suis sûre que, là, je vais vous donner quelques exemples, vous les avez tous rencontrés au moins une fois. Par exemple, un email automatique avant le début d'une réunion. C'est une automatisation. Un message d'alerte qui vous dit il faut renouveler ton abonnement à tel outil. C'est aussi une automatisation. Ou alors pour vous rappeler un rendez-vous. Le réveil le matin sur votre téléphone, c'est une automatisation. En fait, une automatisation, c'est vous déléguer une tâche à un outil digital informatique. Et en fait, c'est quand tu donnes ces exemples-là, on voit réellement qu'il n'y a pas forcément enfin, il y a des petites choses qui nous semblent anodines et après qui vont vraiment nous faciliter la vie derrière, nous faire gagner un gros gain de temps. Et puis, il y a des choses qui vont être vraiment plus grosses, peut-être un peu plus dures à mettre en place, mais ça va pas être le même niveau. Mais finalement, il y a des petites tâches, des grosses tâches qui peuvent nous faciliter la vie derrière. Exactement. Et par contre, on parlait du coup du côté bénéfique d'automatiser toutes sortes d'actions. Est-ce que pour toi, il y a aussi des dangers à vouloir tout automatiser ou des inconvénients, en tout cas des choses sur lesquelles il faut faire attention également? Alors, une automatisation, effectivement, elle a besoin d'être pertinente et d'évoluer avec votre activité. À vouloir tout automatiser, en fait, vous allez augmenter le temps de maintenance de ces automatisations, puisqu'il faut s'assurer qu'elles fonctionnent toujours, et vous allez aussi augmenter le risque d'erreur si vous abordez ce sujet, donc l'automatisation, en mode do it yourself, sans forcément préparer le terrain. C'est pour ça que je parlais de système juste avant. Pour rappel, une automatisation, c'est une action sur des données à partir d'un déclencheur. Par exemple, vous prenez un rendez-vous, il y a des informations qui transitent à travers différents outils, et la veille du rendez-vous, vous recevez un email.
Ça, c'est une automatisation. Si vous les paramétrez mal, il peut y avoir des fuites de données, donc entre les outils, des bugs. Donc si vous les vérifiez pas régulièrement, vous le saurez pas. Et ça peut avoir des gros impacts négatifs sur votre business si vraiment on pousse l'image loin. Par exemple, vous pouvez perdre des contrats, votre image de marque elle peut être entachée, ça peut aller jusqu'à des poursuites pénales s'il y a des fuites de données importantes, etc. Donc l'automatisation, c'est vraiment quelque chose à envisager avec le plus de sérieux et le plus de rigueur possible pour éviter justement ces conséquences. Et là, on va revenir un peu au côté, peut-être, comment mettre en place tout ça. Mais toi, tu utilises enfin, il existe plusieurs outils, toi, tu utilises lesquels, justement pour mettre en place ces automatisations? Alors, effectivement, il en existe pas mal. Les plus connus, ça va être Zapier, Make et Ift, qui seront probablement dans la description de cet épisode. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'outils qui intègrent des automatisations de façon native, c'est-à-dire qui sont déjà présentes dans les outils. Par exemple, parmi les outils qui permettent de gérer vos finances professionnelles, il y a Freebie, il y a Time, qui comporte des automatisations, par exemple des rappels pour la déclaration de l'URSSAF ou la TVA, qui vous informent quand est-ce que vous êtes proche du seuil de TVA et donc il va falloir passer à la TVA. Sur les autres thématiques, il y a par exemple Calendly, qui est un outil pour la prise de rendez-vous automatisé, qui lui envoie des rappels aux personnes pour leur dire oublie pas, on a un rendez-vous demain. Et ensuite, il va y avoir des outils de gestion de projet, des outils de gestion d'entreprise comme Notion, ClickUp, Asana, qui permettent eux aussi d'automatiser les actions qui se trouvent à l'intérieur. En fait, on voit qu'il y a différents stades pour automatiser, parce il y a vraiment les outils pour faire des liens entre différents outils, et on peut se rendre compte qu'au sein d'un outil, il y a déjà des choses qui sont mises en place pour être automatisées. C'est ça. Et je vais prendre l'exemple de Zapier parce que c'est celui que je connais un peu mieux, mais que j'ai pas encore regardé. Mais on parlait tout à l'heure des actions qu'on peut mettre en place, des choses qu'on peut automatiser. Et ce que je trouve cool avec Zapier, je pense que c'est peut-être dans le même style chez Make, c'est qu'il nous donne aussi des idées de ce qu'on peut faire. Il nous laisse pas dans le vide en mode débrouille-toi, cherche. Au départ, si on tâtonne, si on n'est pas trop sûr de nous, ils peuvent nous donner des idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement faciliter notre business derrière, comment gagner du temps. Oui, moi ce que je recommande quand on veut démarrer l'automatisation et que on n'y a jamais touché de sa vie, c'est de se baser sur les templates que les outils comme Zapier ou Make peuvent proposer. Pourquoi ? Parce que c'est des automatisations très simples où il y aura très peu d'impact si ça se passe mal et du coup ça vous permet de prendre en main l'outil. Une fois que vous êtes plus à l'aise, dans ce cas vous pouvez créer vos automatisations sur mesure et c'est là où ça peut être très puissant. Ouais, du coup, avant de se lancer, on essaie de comprendre comment ça marche par des petites choses simples à mettre en place. Par exemple, le lien entre deux outils ou créer un document, rapporter des données, je ne sais pas, d'un outil sur Notion ou autre, par exemple de Tidyform sur Notion, des choses où on prend pas trop de risques. Et une fois qu'on comprend bien tous les fonctionnements, on peut penser à des systèmes beaucoup plus poussés. Exactement. Toi, parce qu'on a parlé des exemples, peut-être des actions un peu plus simples qu'on peut mettre en place. Toi, tu as des exemples justement de systèmes qui vont, en tout cas, qu'on va pouvoir mettre en place, mais qui vont être beaucoup plus poussés, où là, il nous faut quand même faire attention à ce qu'on met en place et pas aller trop vite dans tout ce qu'on va programmer, mettre en process dans cette automatisation. En fait, comme je le disais, il faut vraiment commencer de la façon la plus simple possible. Au début, fonctionnez vraiment tâche par tâche. Une fois que vous aurez fait votre expérience sur l'outil, peu importe Zapier, Make, vous allez pouvoir automatiser vos systèmes. Donc les systèmes, c'est les regroupements de process. Et plus une entreprise va avoir des systèmes optimisés, moins il y aura de risques d'erreur. Du coup, moi, je vous propose 2 stratégies très simples aujourd'hui. Vous choisissez celle qui vous parle le mieux. Première stratégie, c'est de vous concentrer sur les systèmes où il y a le moins de valeur ajoutée à faire les tâches. Pourquoi ? Parce que ça va vous libérer directement du temps et comme je le disais tout à l'heure, vous pourrez l'allouer à des choses qui créent beaucoup plus de valeur ajoutée. La deuxième stratégie, c'est vous vous concentrer sur les systèmes qui génèrent directement du chiffre d'affaires. C'est sur cela où il va falloir faire attention, puisque souvent c'est en rapport avec les clients, les données clients.
Et en bossant sur ces systèmes, vous allez augmenter la création de valeur ajoutée et donc agir directement sur votre chiffre d'affaires. Et toi, du coup, enfin, parce que t'as proposé ces deux stratégies, du coup, mais t'as aussi deux manières de faire. C'est soit on fait tout seul, mais du coup, on a compris qu'on faisait attention. Mais il y a aussi le côté, on peut déléguer à quelqu'un. Mais Tout là à fait. aussi, tu parlais de données. Faut faire attention aussi à qui on choisit, comment on choisit la personne, et puis, enfin, c'est des systèmes d'organisation, de gestion. Faut peut-être aussi que la personne ait un peu la même vision que nous, le fonctionnement, peut-être parce que pour récolter des données, les mettre à tel endroit ou autre. Est-ce faut avoir un peu la même vision de comment vont se passer les choses ou pas du tout? On peut avoir enfin, le but de la personne à qui on va déléguer, c'est vraiment de nous conseiller elle nous applique sa vision et on s'adapte. Ou alors c'est la personne à qui on fait appel à nous, enfin, à qui on va faire appel, qui s'adapte un peu plus à ce qu'on veut. Alors, effectivement, la délégation, c'est une compétence à part que tout le monde n'a pas, mais que je trouve que c'est intéressant de cultiver, surtout si l'un de vos objectifs c'est de développer votre activité. Il faut pas confier ces tâches à n'importe qui, puisque une personne qui va automatiser des choses dans votre business va devoir accéder à une énorme partie des données de votre activité. Donc bien évidemment, la confiance c'est très important. Mais au-delà de ça, il faut que vous vous assuriez que la personne ait les compétences techniques pour pouvoir vous accompagner au niveau auquel vous aspirez. Et au-delà de ça, il faut une personne qui soit ouverte d'esprit, qui soit flexible. Elle n'a pas à vous imposer sa vision de faire. Ça, c'est pas du tout professionnel. Ça va plutôt être une personne qui va être dans l'écoute, dans l'empathie, dans la compréhension de vos besoins. Et derrière, elle va vous proposer des solutions. Mais c'est toujours vous qui avez la main, qui êtes responsable de votre business et qui faites les bons choix. Et par rapport à ça, une autre chose qui me vient en tête, du coup, c'est que tout à l'heure, on parlait des petites actions à mettre en place avant de peut-être de faire appel à quelqu'un si jamais on veut, c'est un truc qui nous prend la tête de mettre en place des automatisations. Quand même, tester, se faire la main, voir comment les outils fonctionnent pour comprendre en arrière-plan les liens entre, c'est un peu une toile d'araignée s'il y a plein de liens entre les outils, voir qu'on puisse comprendre la méthodologie et tout ce qui se passe en arrière-plan si jamais un jour il y a un souci ou quoi que ce soit, ou alors si on redélègue à quelqu'un d'autre, ou alors il y a comme tu disais tout à l'heure, si on choisit d'intégrer une autre personne à son équipe qui va être là à temps complet pour pouvoir lui expliquer, lui redéléguer tout ça sans souci. C'est ça. En fait, un bon professionnel, il va d'une part construire des systèmes qui sont vraiment adaptés à votre fonctionnement, vos besoins, vos contraintes, mais en plus de ça, il va pas se contenter de juste faire l'automatisation et de partir. Et donc c'est le chèque. Le bon professionnel, il va vous former à l'outil, il va faire des process, des tutos, et ces process sont à disposition dans votre entreprise pour que soit vous, quand vous êtes tout seul, vous avez des questions, vous pouvez vous y référer, et si vous faites rentrer de nouvelles personnes dans votre business, ces personnes pourront s'y référer. C'est ce qui s'appelle intégrer la connaissance en interne dans une entreprise. Et c'est ça qui fait monter la valeur d'une entreprise, en fait. Et du coup, tu parlais d'outils. Les outils sont à peu près similaires. Tout à l'heure, tu en as cité 3. Toi, tu dirais comment tu conseillerais de faire un choix sur ces 3 outils d'automatisation? Parce que c'est vrai que des fois, on peut être face à 3 concurrents, on se dit c'est à peu près la même chose, je choisis lequel, je suis un peu perdue. Toi, t'en as un que tu recommandes vraiment, tu te dis c'est ton chouchou, en tout cas pour débuter, c'est pas mal, parce qu'il y en a peut-être qui sont un peu plus avancés. Alors, en fait, ce qui est bien sur ces outils, c'est que c'est valable pour tous les niveaux. Moi, je fonctionne vraiment sur du sur-mesure, donc je peux pas te dire il faut utiliser cet outil en priorité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement aller voir les sites des différents outils, regarder quelle interface vous parle le mieux, parce que c'est les fonctionnalités et l'interface qui font que vous allez rester sur un outil. Ouais, du coup, on prend ça en compte et après, c'est les systèmes un peu d'abonnement pour faire son choix aussi par la suite. Oui. Donc, l'avantage, c'est que du coup, avec ces outils-là, on peut vraiment être au niveau débutant et avancer sur quelque chose intermédiaire et après vraiment plus poussé et tout construire
sur son entreprise au sein du même outil sans changer à chaque fois. Exactement. Et du coup, pour terminer, toi, si on devait résumer un peu tout ça, vraiment, ce serait quoi le ou les conseils que tu veux donner à quelqu'un qui, justement, se sent un peu perdu, se dit: «Je perds du temps là sur certaines tâches, mais je sais pas comment m'y prendre, mais je voudrais en tout cas mettre des actions en place pour gagner du temps, peut-être automatiser par la suite». Quelles seraient les choses à faire? Si on résume un peu. Alors, déjà, cette personne, je dirais, commence par poser les fondations de ton business à plat. Travaille sur tes process, travaille sur tes systèmes, tout doit être le plus carré possible. Ensuite, tu simplifies au maximum en enlevant tout le superflu. Parfois, on pense que pour faire une tâche, on a besoin de 10 000 étapes, alors que 2 peuvent suffire. C'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir te demander s'il reste des choses à automatiser et ou à déléguer. Et ensuite, tu n'as plus qu'à suivre les tutos des outils pour automatiser tes tâches. Ouais, du coup, on n'oublie pas de simplifier avant de faire le tri entre ce qu'on garde, ce qu'on jette, pour que il y ait plus d'actions, on va dire, parasites qui ne servent à rien, à part nous faire peut-être perdre un peu plus de temps par-ci, par-là, alors qu'on s'en rend pas compte. Vraiment, on fait le point avant de se lancer. Et quand on a fait tout ça, qu'on a identifié les actions qui reviennent toutes les semaines, tous les mois, qui sont utiles, celles qui nous énervent de faire, qu'on n'a pas la patience, on fait nos petites listes, on identifie ça sur un mois ou un trimestre pour vraiment être sûr de ce qu'on peut mettre en place et on y va petit à petit parce qu'on va pas commencer avec la grosse automatisation du tonnerre qui va faire trop plein de trucs. On vaut mieux commencer tout petit, par exemple gérer ses mails ou les messages de réponse. Et après, on développe et on prend connaissance l'outil, que ce soit Meg, Zapier ou le troisième, j'ai plus son nom, Ift. Ift. Oui. Voilà. Donc voilà, petit pas par petit pas. Exactement. Ben écoute, merci Marine pour tes conseils sur l'automatisation. J'ai envie de dire qu'on peut automatiser plein de choses. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le tri et y aller mollo pour ne pas se perdre et créer une machine à gaz en fait qui va nous servir à rien par la suite. C'est exactement ça. Merci beaucoup Faustine pour ton invitation. C'était un plaisir de faire cet épisode avec toi. Merci Marine, salut. Bye.